Du 21 au 27 juillet, près de 200 cyclistes se réuniront à Amos et prendront d'assaut les routes de l'Abitibi-Témiscamingue. En 6 jours, ils parcourront 600 km. Ces jeunes athlètes de catégorie junior braveront la plus longue course par étape en Amérique du Nord. Le 46e Tour de l'Abitibi-Desjardins, un défi pour eux, un spectacle pour vous. Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette étape, la 4e de la 46e édition du Tour cycliste d'Abitibi. Jean-Philippe Etier avec vous pour la présentation de cette étape, toujours en compagnie de Louis Barbeau. Bonjour Louis. Bonjour Jean-Philippe. Alors, il y a eu pas mal de changements depuis les 24 dernières heures. On aura l'occasion de voir quelques images d'ailleurs de la course d'hier, un petit peu plus tard. Il y a eu également le critérium, pas le critérium, mais le contre-la-montre qui s'est passé ce matin. On aura le plaisir d'en parler aussi au cours des prochaines minutes. D'abord, on pourrait peut-être parler un petit peu de l'épreuve d'aujourd'hui, Louis. Oui, alors c'est une étape en soirée, d'étape de 51,5 km. En fait, considérée également comme une demi-étape, puisque plus tôt aujourd'hui, on a eu une épreuve de contre-la-montre individuelle de 10 km qui a été disputée dans les rues d'Amos. C'est la raison pour laquelle, contrairement aux premières étapes qui étaient d'une centaine de kilomètres, on a une étape qui est relativement courte, mais une étape qui devrait quand même être très animée parce qu'on a eu des changements au niveau du classement général, comme tu l'as mentionné. Et surtout, on a une soirée qui est venteuse, donc on devrait avoir passablement d'action tout au long de cette étape qui devrait prendre un peu plus d'1 heure à disputer. Alors, combien de cyclistes qui sont sur le départ aujourd'hui? On a 151 coureurs, donc tous les coureurs qui ont pris le départ du contre-la-montre individuelle sont présents. Donc, il n'y a pas eu de chute ou d'abandon à la suite du contre-la-montre. Évidemment, on avait 165 coureurs au tout début du Tour de l'Abitibi, donc la première étape. Donc déjà, 14 coureurs qui ont été contraints à l'abandon, soit parce qu'ils étaient hors délai, soit à la suite de chutes ou de blessures. Donc, encore un peloton quand même très imposant et une course qui, jusqu'à présent, a donné lieu à beaucoup d'actions. Une course très animée, très intéressante. Alors, nous y voici maintenant au départ de la course qui se fera dans les prochaines secondes, Louis, de cette étape qui débute à Malartic pour se terminer au même endroit. C'est comme ça à chaque année d'ailleurs depuis quelques années. Et comme tu le disais, c'est une demi-étape, plus court aujourd'hui. Il faut dire qu'on a certains athlètes ont travaillé très fort ce matin et ça a chamboulé d'ailleurs le classement. Oui, le classement qui... on avait évidemment jusqu'à présent, les Danois et les Français avaient été quand même très actifs lors des premières étapes. Hier, c'est quand même un coureur américain, William Barta, qui avait pris la tête du classement général. Et évidemment, aujourd'hui, c'était plutôt un Danois qui avait pris la tête du classement général, mais aujourd'hui, avec le contre-la-montre individuel, où les Américains ont littéralement dominé ce matin en occupant les 4 premières positions de l'épreuve, ça a complètement bouleversé le classement, si bien que maintenant le leader au classement général est l'Américain William Barta. William Barta qui avait très bien fait l'année dernière à l'occasion du Tour de l'Abitibi, puisqu'il avait remporté le maillot du meilleur jeune coureur. Donc Barta qui détient maintenant une avance de 13 secondes sur son compatriote de l'équipe nationale des États-Unis, Adrian Costa, qui lui a obtenu le meilleur temps ce matin. Le Français Ryan Bouhanni est en 3e position à 24 secondes, tout comme le Danois Magnus Bach-Claris. Et Pierre-André Côté, l'équipe canadienne, coureur québécois originaire de Lévis, occupe maintenant le 5e rang au classement général à 25 secondes. Lui qui, ce matin, a réalisé également le 5e temps lors du contre-la-montre avec un temps de 12 minutes 46 à 32 secondes du vainqueur. Alors aujourd'hui, Louis, on pourrait s'attendre à quoi côté stratégie avec tous ces changements depuis les 24 dernières heures?
Évidemment, c'est une course qui est très courte, donc les coureurs qui veulent tenter quelque chose vont devoir s'activer assez rapidement. Il n'y a pas de Grand Prix de la montagne, il n'y a pas de sprint de bonification non plus lors de cette étape. Donc les seuls sprints qu'on a sont des sprints en argent. Il y aura 2 sprints du maire de Malartic, un au 19e kilomètre et un au 40e kilomètre. Donc, on peut s'attendre à une arrivée massive au sprint, mais avec le vent, et on l'a vu lors des 2 premières étapes, jusqu'à présent, on a eu des échappées dans chacune des étapes qui s'est rendues jusqu'au bout. Alors, les gens qui disent qu'en Abitibi, ça se termine toujours par un sprint de peloton, jusqu'à présent, on nous a fait mentir. Et donc, on pourrait peut-être assister également. Mais je m'attends à ce que les Danois et les Français particulièrement soient très agressifs. Ils vont tenter de vouloir aller chercher des secondes, puisque lors du sprint d'arrivée, il y a des bonifications aux 3 premiers coureurs, 6, 4 et 2 secondes. Et on sait que le Tour d'Abitibi, c'est déjà gagné par 1 seconde seulement. Donc, chacun des sprints de bonification revêt beaucoup d'importance. Alors pour le moment, peloton regroupé, on vient à peine de commencer il y a quelques kilomètres. Et à noter par contre qu'il faudra surveiller. S'il y a des attaques, ça peut survenir à n'importe quel moment. L'épreuve est plus courte. Et hier, on a été surpris de voir à quel point une des premières attaques a tenu le coup jusqu'à la fin avec un échappé qui s'est rendu jusqu'à dépasser 4 minutes pour être rattrapé vers la fin. Là, plus que quelques secondes qui séparaient le peloton de l'échappée, mais quand même on a réussi à maintenir ça assez longtemps. Non? Oui, hier en fait la toute première échappée a été initiée par un coureur de l'équipe du Québec, Laurent Gervais, qui avec un japonais sont partis. Quelques instants par la suite, on a 4 coureurs qui se sont joints à eux, puis un autre groupe de 3. On s'est retrouvé à 9 coureurs. Malheureusement pour le porte-couleur de l'équipe du Québec qui avait travaillé très fort dans une des ascensions, il a été distancé. Mais effectivement, l'échappée a duré tout près de 100 km jusqu'à la toute fin. À la toute fin, il restait encore 6 coureurs. Et n'eût été de la stratégie qu'ils ont adoptée dans le dernier tour, parce que là, on a vraiment ralenti, on s'observait pour disputer le sprint final. Avec 5 km à faire, les coureurs de l'échappée détenaient encore une avance de près d'1 minute 30 secondes. Pour finalement terminer avec 20 secondes d'avance sur le peloton. Mais ça a été quand même suffisant pour apporter des bouleversements au niveau du classement général. Alors Louis, si tu le veux bien, on va jeter un œil. On a quelques images en fait par rapport à hier, l'épreuve qui s'est déroulée. Pendant ce temps-là, on pourrait peut-être parler un petit peu, résumer ce qui s'est passé lors de ces différentes étapes. Alors, bon, hier on l'a dit, hein, ça a été une course qui s'est déroulée très rapidement en fait, où une échappée a tenu le coup pas mal longtemps. Et hier, à la fin de ça, c'était pas le même enjeu qu'on a maintenant. Là. Il y a eu pas mal de chambardements. Déjà, hier, il y avait eu des changements de maillot brun. Et puis, ça a été rechangé par la suite ce matin. Oui, en fait, avant l'étape d'hier, on avait le Français Bouhanni qui était meneur au classement général, suivi de très près de Magnus Baclaris du Danemark. Donc, les Français ont assuré un contrôle en tête de peloton pendant un certain temps, mais rapidement, ils ont été mis à l'épreuve. Il y a une échappée qui s'est développée, comme je l'ai mentionné précédemment, avec 9 coureurs. C'est une échappée qui était très dangereuse parce qu'il y avait des représentants d'à peu près de différentes formations et plusieurs équipes nationales. On peut le voir ici. On voit ici un coureur danois, Pierre-André Côté, qu'on voit avec le maillot bleu poudre. Ici, c'est William Barta de l'équipe nationale des États-Unis. Les coureurs de la France également qui étaient présents. Et lorsqu'on est arrivé sur le circuit, évidemment, le peloton, on peut voir, était très, très étiré. Donc, ça roulait très vite parce qu'on essayait de combler l'écart qui séparait de l'échappée. Et finalement, en bout de ligne, on est parvenu à rétrécir considérablement l'écart, mais pas suffisamment pour conserver le maillot. Et c'est finalement le coureur américain William Barta qui est allé chercher la victoire, ou plutôt le maillot. Ici, c'est le Danois qui a remporté et qui donc s'est emparé en fait du maillot. Barta a repris le maillot à l'issue de l'étape plus tôt aujourd'hui.
mais c'était le Danois qui avait déjà d'ailleurs remporté les 2 sprints de bonification sur le parcours, donc avait hérité de 6 secondes de bonification. Et lors du sprint final, est allé chercher un 10 secondes additionnel. Et si je ne me trompe pas, l'Américain Barta, lui, était recalé. En fait, il était entre les deux groupes là, à quelques secondes du groupe de tête là, lors de l'arrivée. En fait, non, Barta a terminé deuxième, c'est Adrian Costa. Adrian Costa qui a remporté le contre-la-montre ce matin, qui avait tenté de faire la jonction, qui était sorti avec peut-être une vingtaine de kilomètres et qui a fourni un bel effort. Et certainement que le fait d'être sorti comme ça a contribué à faire en sorte que le peloton réagisse et qu'il revienne. Ici, on voit un coureur marocain. Les Marocains qui semblent se concentrer sur le maillot à poids, le maillot de meilleur grimpeur, c'est eux qui dominent à ce chapitre. Dans le cas du coureur danois, il enfile ici le maillot du meilleur sprinter. Donc, c'est lui qui détenait à la fois le maillot du meilleur au niveau du classement du maillot brun, donc classement individuel au temps, et le maillot de meilleur sprinter également. Alors voilà, c'était quelques images de la course d'hier. Maintenant, de retour à la course d'aujourd'hui, l'épreuve Malartic qui vous est présentée en direct. Vous pouvez d'ailleurs revoir les archives des dernières courses. Vous pouvez voir ça sur tvgo.ca ou tout simplement sur tourabitibi.com. Vous avez le lien directement pour avoir accès à ces archives des dernières courses. Alors pour l'instant, bien toujours un peloton regroupé, Louis. Ça semble quand même... Non, c'est assez large quand même. Oui, mais on impose quand même un rythme élevé. On a un vent un vent de côté, donc les coureurs qui évidemment profitent du fait qu'on a une ligne d'arbres ici pour se protéger. Donc, mais du moment qu'on va être exposé, on pourrait assister à ce moment-là des cassures à l'intérieur du peloton. On voit quand même un rythme relativement élevé. Ça semble être les porte-couleurs de l'équipe nationale des États-Unis, donc qui sont les détenteurs évidemment du maillot brun. Donc on impose un rythme élevé. On veut s'assurer qu'aucun coureur ne tente de partir en échappée. Donc souvent, on dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Dans ce cas-ci, c'est de mener un rythme élevé. Alors évidemment, à ce moment-là, il n'y a personne qui peut tenter de s'échapper. Donc pour les Américains qui actuellement occupent les 2 premières places au niveau du classement général au temps, ils sont évidemment en très bonne position. Si on regarde le classement général, on a quand même 13 coureurs qui sont à l'intérieur d'une minute au niveau du classement général. On l'a mentionné, l'Américain Barta qui détient le maillot brun mène actuellement à l'issue des 3 premières étapes, suivi de son équipier Adrian Costa qui est à 13 secondes. Le Français Ryan Bouhanni qui avait remporté la première étape et Magnus Baclaris, le Danois, suivent ex aequo en 3e position avec 24 secondes de retard. Pierre-André Côté, cycliste québécois au sein de l'équipe nationale canadienne, est à 25 secondes. On a par la suite un autre Américain, Zeke Mostov, qui est à 29 secondes. Le Danois Jorgensen Norsgaard, qui est à 36 secondes. Un autre Américain, Diego Binatena, qui est à 44 secondes. Et si on va chercher le premier coureur de l'équipe du Québec actuellement, Laurent Gervais, qui occupe le 23e rang à 1 minute 17 de la tête. Alors aujourd'hui, donc une arrivée en peloton pourrait vraiment, en fait, serait à l'avantage des Américains qui ont déjà quelques secondes d'avance. Oui, parce que dans une situation comme celle-là, compte tenu du fait qu'on a 2 Américains aux 2 premières positions, le premier athlète menaçant, par la suite, on a un Français et un Danois qui sont à 24 secondes. Et comme il n'y a que 6 secondes de bonification pour une victoire aujourd'hui, au plus, si on avait évidemment une arrivée au peloton, on concéderait 6 secondes, ce qui permettrait quand même à la fois à Barta et à Costa de conserver les 2 premières positions. Mais comme on l'a mentionné, jusqu'à présent, on a eu plusieurs échappées. Les Américains qui, certainement lors de la première étape, s'en étaient voulu de laisser partir les 2 coureurs en échappée. Hier, qui ont certainement effectué une très bonne course avec la présence de Barta. Savaient que Barta est un des meilleurs coureurs au contre-la-montre. C'est un spécialiste. Il a obtenu d'excellents résultats au niveau international.
l'équipe américaine qui a littéralement survolé cette épreuve ce matin en allant chercher les 4 premières places. Ce qui constitue, selon Léandre Normand, qui est le statisticien, je ne sais pas si on peut le qualifier d'officiel, mais du Tour de l'Abitibi, qui compile les statistiques depuis les tout débuts du Tour de l'Abitibi. Et c'est un record, c'est-à-dire d'avoir 4 athlètes qui, dans une étape, vont chercher les 4 premières positions. On avait déjà eu à quelques reprises 3 athlètes qui avaient été chercher les 3 premières places. Mais 4 athlètes. Les Français ont déjà effectivement obtenu les 3 premières positions dans une étape, mais 4 coureurs d'une même formation, c'est la première fois. Alors, on va suivre dans les prochaines minutes parce que vous allez voir que c'est assez court quand même cette épreuve-là. On l'a dit d'entrée de jeu. Nous saurons assez tôt qu'est-ce qui va se passer ce soir, quel sera le classement final et s'il y aura des changements au terme de cette épreuve par rapport au maillot. On voit ici une attaque qui se fait en devant de peloton avec 4 ou 5 cyclistes qui tentent de se détacher du peloton. Ce serait la première attaque. À voir si on réussira. Le peloton est vraiment pas loin derrière. On tente. Je crois pas qu'on veuille les laisser aller. On le voit ici dans le peloton qui est tout près. Vous voyez aussi la caravane qui s'allonge très loin derrière avec plusieurs véhicules qui s'y retrouvent. Et pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire que c'est une attaque. Ça s'est fait rattraper par le peloton. Et ça roule très large, Louis, sur la rue. On a donc ralenti un petit peu le rythme. Alors Louis, pas mal d'actions qui viennent de se passer derrière. Chute au peloton et ça a scindé le peloton en deux. On aura l'occasion d'y revenir dans les prochaines minutes. Tu pourras nous expliquer un petit peu ce qui va se passer avec tout ça. Mais pour l'instant, on a une entrevue. On a quelqu'un qui est au bout du fil pour nous parler, Louis. Oui, on a Suzanne Fortin qui est la présidente du Tour de l'Abitibi, donc 46e édition. Suzanne, bonjour dans un premier temps. Bonjour. Suzanne, 46e édition du Tour de l'Abitibi, tu occupes la présidence depuis déjà plusieurs années. Vous avez regagné le statut de Coupe des Nations cette année pour cette course-là. J'aimerais que tu nous parles de l'importance du fait d'avoir obtenu de nouveau le statut de Coupe des Nations pour le Tour. Bien, en fait, l'avènement de la Coupe des Nations, pour nous, ça amène beaucoup de notoriété à l'événement. Ça a, cette année, augmenté la participation des équipes nationales, puis même des équipes régionales. Au niveau, pour nous, comme organisation, au niveau du financement, c'est plus facile. C'est un peu lié au concept de notoriété que j'ai mentionné tantôt. C'est plus facile également d'intéresser de nouveaux partenaires. Pour la longévité de notre organisation, c'est vraiment un aspect très important. Ça permet d'intéresser plus d'équipes également à cause des points qui sont gagnés. Le fait également que cette année, le Tour se déroule dans le cadre des fêtes du 100e anniversaire de la ville d'Amos, j'imagine que ça donne une dimension un peu spéciale à cet événement-là. Oui, tout à fait, parce que à la ligne d'arrivée, après les courses, il y a beaucoup de festivités qui sont organisées en soirée. Ça amène plus de spectateurs le long du circuit à l'arrivée, à la ligne d'arrivée. Il y a eu une très grande mobilisation des bénévoles également qui savaient que cette activité-là était à l'horaire dans le cadre des activités du centenaire.
Suzanne, je sais que vous avez conclu également des ententes avec les villes d'Amos, Rouyn-Noranda et Val-d'Or pour les prochaines années. Donc, en principe, là, évidemment, toujours sujet à aller chercher le reste du financement. Mais donc, le 50e anniversaire est à toute fin pratique garanti là, dans 4 ans. Oui, parce que avec les ententes qu'on a conclues avec les 3 principales villes de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, les ententes ont été conclues pour une durée de 6 ans, avec une rotation annuelle dans chaque ville, en commençant par la ville de Val-d'Or en 2015. Il va y avoir Rouyn-Noranda par la suite en 2016. On va être de retour à Amos en 2017. Si la rotation va se suivre de cette façon-là pour 6 ans. Donc, le 50e tour en 2018, on va être là, on va pouvoir fêter les 50 ans de l'organisation. C'est assez exceptionnel. Suzanne, vous avez, presque à chaque année, depuis en tout cas du moins quelques années, on a une équipe abitibienne qui prend part au Tour de l'Abitibi. Cette année, on a la formation I Am Golden Specialized. Il y a même des athlètes de la région qui sont sur l'équipe du Québec ou même l'équipe nationale. J'imagine que ça doit être une des fiertés de l'organisation de constater qu'un événement comme celui-là inspire des jeunes et qu'il y a des athlètes de la région qui participent maintenant année après année. Oui, ça fait partie d'une des réalisations. On sait que si on a une course junior ici en région, I Am Gold est une équipe qui découle un des impacts collatéraux du fait qu'on a une course junior en Abitibi-Témiscamingue. Ça fait maintenant 3 ans que cette équipe-là a été montée et c'est une très grande fierté pour nous autres. Ça nous donne une motivation pour s'impliquer, pour continuer à organiser l'activité. J'aimerais juste en terminant aussi, Suzanne, parler du fait que depuis maintenant plusieurs années, dans le cadre du Tour de l'Abitibi Desjardins, vous intégrez également la finale de la Coupe du Québec pour les jeunes des catégories de 17 ans et moins. C'est quoi l'importance d'un événement comme le Tour de la Relève pour le Tour de l'Abitibi, pour la pérennité de l'événement puis pour le développement du vélo dans la région? Pour la pérennité de l'événement, je vous dirais que le tour de la Relève nous permet, nous, d'intéresser les municipalités parce que pour les municipalités qui reçoivent l'organisation, les retombées économiques proviennent du Tour de la Relève parce que quand les jeunes viennent, étant donné que ça part de très, très jeunes coureurs, les parents viennent souvent frères sœurs. Il y a 2,3 touristes qui accompagnent ces jeunes-là et qui vont dans les services d'hôtellerie puis d'alimentation lorsqu'une édition a lieu dans une ville en particulier. Donc, pour une municipalité, le fait que le tour, la finale de la Coupe du Québec ait lieu en même temps que le tour de l'Abitibi, c'est très important. Pour le tour de la Relève également, cette organisation-là bénéficie des mêmes infrastructures que la course junior. Donc, pour les jeunes aussi, c'est très important. Bon, ben écoute, il reste encore, on est à peu près à mi-chemin dans le tour. J'imagine que vous devez être satisfait à la fois du déroulement puis de la participation. Fait qu'on va vous souhaiter la meilleure des chances d'ici à la fin du tour, puis on aura peut-être l'occasion de se reparler à la toute fin. OK, parfait, merci. Merci. Alors oui, on a eu l'occasion... On a eu l'occasion de discuter. Et puis, une organisation comme ça, il y a tellement de gens qui travaillent dans l'organisation. Nous aussi, d'ailleurs, on pourrait saluer les bénévoles. Il y a plusieurs personnes qui sont impliquées. Puis, c'est grâce aussi à ces gens-là si on peut présenter cet événement. Il y a plusieurs personnes qui sont impliquées depuis plusieurs années. Et puis, ne serait-ce que pour conduire tous ces véhicules-là qui sont dans la caravane. On a avec nous Olivier qui fait un travail extraordinaire depuis le début de la semaine. Et merci Olivier. Merci à tous ceux et celles qui sont impliqués d'ailleurs dans ces événements parce que sans eux, ben, ça ne serait pas possible. Ça, c'est certain. Louis, il y a eu pas mal d'actions qui s'est passées là, au cours des dernières minutes. On a un petit peu perdu le fil peut-être de tout ce qui s'est passé. On peut voir derrière là, que ça s'est sectionné, entre autres avec la chute au peloton qu'il y a eu juste avant l'entrevue. Il y a vraiment 2 groupes qui se sont scindés là. Oui, on peut très bien voir là, sur les images. D'abord, il semble y avoir une petite échappée qui s'est développée. On a 5 coureurs qui sont en échappée. Donc,
Évidemment, le peloton n'est pas loin derrière. On va certainement du côté de l'équipe américaine tenter de combler cet écart. On a 2 coureurs intercalés. On a encore une fois le dossard numéro 13, porte-couleur de l'équipe canadienne là, qui se trouve dans cette échappée. Le 42 aussi. Oui, Jean-Simon Danjou qui est dossard numéro 13. Le dossard numéro 42, c'est un porte-couleur de la formation colombienne. Ça, ce sont les deux cyclistes intercalés qui rattrapent actuellement les... Et on peut voir derrière le peloton, évidemment, qui est considérablement réduit. On nous signale qu'il y a 3 pelotons actuellement. On voit qu'il y a plusieurs véhicules. Normalement, lorsque les coureurs se font lâcher, on fait un barrage. À ce moment-là, vous allez avoir la voiture de commissaire qui va se placer pour empêcher les véhicules de pouvoir suivre le peloton et forcer les coureurs finalement à rejoindre le peloton par leurs propres moyens. Mais dans ce cas-ci, comme la fracture, si on veut, au sein du peloton a été causée par cette chute massive, on autorise les coureurs à se servir des véhicules pour pouvoir revenir regagner le peloton. Mais évidemment, ça nécessite plus d'énergie, donc on profite du sillage des véhicules, de l'abri que les véhicules peuvent offrir pour tenter de revenir. Donc on a pu le voir là, tantôt sur les images, il y a beaucoup de coureurs qui étaient sur le côté des véhicules et qui tentaient de regagner le peloton. Donc il faudra voir, évidemment, en espérant que la majorité des coureurs seront en mesure de revenir. On espère évidemment qu'aucun coureur ne s'est blessé sérieusement et qu'aucun des coureurs bien placés au classement général n'ait été pris dans cette chute. Ça a semblé se faire vraiment au milieu du peloton, cet accrochage. Oui, on a quand même une bonne échappée là, avec les 2 coureurs qui ont réussi à faire la jonction. On a maintenant 7 coureurs, si je ne m'abuse. Donc, on essaiera de vous identifier, de vous donner la composition de cette échappée. Alors, évidemment, c'est encore très tôt dans la course, mais comme on a pu le constater lors des étapes précédentes, ça a été des courses très animées. Alors, on nous signale que malheureusement, on a un premier coureur là, qui à l'issue de cette chute-là, a été contraint à l'abandon. Il s'agit d'un coureur de la formation Race CF, William Morcall, qui, donc, à la suite de la chute, a dû malheureusement faire appel au service ambulancier. Donc, on souhaite évidemment qu'il ne s'agit pas de blessures trop sérieuses. On peut voir là, que l'écart n'est pas très grand. On voit que le peloton a réagi et que les coureurs qui sont en échappée là, on devrait probablement se faire absorber là, au cours des prochaines minutes. Ici, un des coureurs, là, justement, le coureur colombien qui est dans cette échappée, qui avait réussi à faire la jonction. Le dossard, je pense que c'était le 221. Alors, on le disait, bien des éléments peuvent influencer une course et... oui, on voit que l'écart est vraiment très, très faible maintenant. Ouais. Là, le peloton va reprendre à l'instant les coureurs qui sont en échappée, mais immédiatement, d'autres coureurs qui tentent de partir à leur tour. Donc, on voit que c'est un parcours, présentement, les coureurs ont un vent de dos. Donc, évidemment, avec le vent d'eau, c'est très difficile de s'échapper. Généralement, les conditions qui sont propices à des échappées vont être, surtout lorsqu'on a un vent de côté, à ce moment-là, les coureurs vont s'abriter et c'est souvent à ce moment-là qu'on a une formation en éventail. Donc, les coureurs se placent de biais les uns à côté des autres pour s'abriter et ceux qui sont exposés dans le vent, à ce moment-là, ont de la difficulté à maintenir le rythme. Mais avec le vent d'eau, c'est très difficile. Là. Tout le monde est généralement en mesure de suivre le rythme. Alors, Louis, on est présentement en sprint. Il reste quelques centaines de mètres avant l'arrivée de ce sprint. Oui, c'est un sprint en argent. Donc, on l'a mentionné en ouverture de course. Donc, c'est le sprint du maire de Malartic. Donc, c'est... mais il n'y a pas de bonification en temps qui sont rattachés. Donc, c'est vraiment pour l'argent. Donc, ce sprint sera disputé. Et on voit que ça roule à un bon rythme. Donc, souvent aussi, après un sprint comme ça, si les coureurs décident de poursuivre leur effort, ça peut donner lieu à des échappées. Mais on a pu voir là, que les coureurs semblent s'être relevés et on ralentit le rythme. Alors, en principe, les coureurs devraient être repris par le peloton. Là, il y en a un ici qui persiste un peu dans son effort, mais sans grande conviction. Regarde derrière lui.
l'occasion de voir les numéros de ces cyclistes. Ça nous donnera en tout cas une indication des 2 premiers qui ont franchi la ligne. Donc, on a déjà 20 km de parcouru dans cette épreuve. Donc, on est pratiquement à mi-course. Alors, comme on l'a mentionné, c'est une course vraiment très courte. Alors, on nous indique qu'il y a tout près d'une trentaine de coureurs qui sont derrière la caravane. Donc, il semble que la chute qui est survenue très tôt justement dans la course est occasionnée. Donc, plusieurs coureurs ont malheureusement été pris derrière et comme la course était quand même déjà bien engagée, on roulait à bonne vitesse, une trentaine de coureurs qui ne sont pas parvenus à regagner le peloton. Donc, est-ce qu'ils seront en mesure, en roulant ensemble, de peut-être rejoindre la queue de la caravane? Donc, s'ils parviennent à rejoindre la queue de la caravane, ils pourraient peut-être à ce moment-là profiter du sillage des véhicules pour revenir jusqu'au peloton. Mais ça sera probablement assez difficile parce que comme la course est très courte, évidemment, le rythme est élevé, il y a très peu de période d'accalmie et pour ça, il faudrait qu'ils soient en mesure de rouler plus rapidement. Les 2 premiers, Louis, si je ne me trompe pas, là, qui ont franchi la ligne, c'est le numéro 242 et 291. 242 et 291 pour le sprint. Je ne peux pas le dire lequel des 2 a franchi en premier, mais c'était ces 2-là qui... 242, Gogan de la formation Race CF et le 291 est coureur Lombardo de la formation David Lombardo de la formation Incapi Sportswear Development. Alors on le voit, il y a encore une petite avance pour ces 2 cyclistes, mais qui ne devrait pas tarder à être comblé par le peloton. Ouais, on peut voir d'après les images, là, ils ont tout au plus à peine, même pas 100 mètres de priorité là, sur le peloton. Ben, ils poursuivent quand même leur effort. Donc, alors souvent, ce qu'on espère, c'est que quelques coureurs vont peut-être faire la jonction ou que le peloton va se relever un peu. Évidemment, comme la distance d'étape est relativement courte, et on l'a mentionné précédemment, les coureurs, surtout du côté de l'équipe américaine, on ne laissera personne de menaçant partir. Et dans cette échappée ici, le 291 David Lombardo est à 52 secondes seulement de William Barta au niveau du classement général. Il occupe le 10e rang. Donc, ça fait partie des coureurs qu'on surveille, on ne laissera pas partir. Évidemment, contrairement aux athlètes qui courent sur le Pro Tour, qui ont des oreillettes qui sont en lien direct avec leur directeur sportif, généralement, dans le cas des juniors ou des autres catégories, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer un collant sur la potence du guidon et sur lequel on va mettre les numéros des coureurs qu'on doit surveiller. Alors, à ce moment-là, si des coureurs qui partent en échappée avec l'ardoisier qui nous indique quels sont les coureurs de l'échappée, ben, ça nous permet de vérifier si c'est des coureurs qui sont potentiellement dangereux. Généralement, par exemple, on va mettre tous les coureurs qui sont à l'intérieur d'1 minute au niveau du classement général. Donc, on sait que si un coureur, par exemple, le numéro n'apparaît pas dans cette liste-là, on peut le laisser aller, mais l'échappée ne peut pas prendre plus d'1 minute. Donc, c'est un peu la façon de contrôler parce qu'on ne peut pas courir après toutes les échappées, donc on doit ménager nos énergies, mais c'est également aussi la raison, comme je l'avais mentionné, où normalement l'équipe, les détenteurs du maillot brun vont maintenir un rythme élevé devant, justement pour dissuader ou décourager les gens qui seraient tentés de partir en échappée. Alors, ils ont gagné quelques dizaines de mètres, peut-être, Louis, sur le reste du peloton. On le voit ici. Ils ont augmenté légèrement la distance. C'est à partir de quelle distance qu'on commence à aller chronométrer avec l'ardoisier? Généralement, lorsqu'on est à peu près autour, je dirais peut-être une quinzaine, 15-20 secondes, là, évidemment, ici, on les a en visuel, mais ça permet de voir là, comment l'échappée progresse. Puis, bon, évidemment, à partir du moment où l'échappée réussit à prendre plus de 30 secondes, on a la moto de dépannage qui va se positionner. On voit d'ailleurs la moto de dépannage qui était sur le côté de la route, moto de dépannage centrifuge, qui est déjà prête à se positionner derrière les coureurs pour apporter un soutien mécanique en cas de crevaison. Dans le cas des équipes, par contre, pour qu'elles aient l'autorisation de monter à l'échappée, il faut qu'il y ait au minimum 1 minute d'écart. Donc, ce serait quand même très surprenant, comme je l'ai mentionné, d'une part en raison du fait que c'est une étape qui est très courte, mais également
parce que le coureur de l'équipe Incapi Sportswear est un des prétendants à 52 secondes seulement. On ne le laissera pas partir. J'en suis à peu près persuadé. Alors actuellement, nous en sommes à près de 25 km, Louis, depuis le départ. Donc on est déjà à la mi-course. On a un premier tour du circuit de complété. On va arriver dans un virage en tête d'épingle. Bon, évidemment, la chaussée est sèche, il ne pleut pas, mais c'est souvent dans ce genre de virage-là aussi que il peut y avoir des accrochages. Donc, on va évidemment pour les deux coureurs en échappée, ça devrait très bien se négocier. Ils vont bientôt amorcer ce premier virage qui va, puisqu'on complète le premier des deux tours du circuit avant d'entrer à la ligne d'arrivée. Donc, on est justement dans ce virage en tête d'épingle qui s'est très bien effectué pour les deux coureurs. Le peloton qui devrait également effectuer son virage là, dans les prochaines secondes. Donc, ça semble bien se passer, effectivement. On est donc, quand fort même heureusement. loin. On a de la difficulté à le voir avec la caméra, mais pour l'instant, ça semble, comme tu le dis, s'être bien passé. En tout cas, on n'a rien entendu non plus sur le radio-tour. Donc, c'est bon signe, Louis. Oui, et dans le cas de l'autre coureur qui est dans l'échappée, Peter Gogan, il est actuellement 25e au classement général. Il est de la formation Race CF et il est à 1 minute 19. Donc, un coureur qui est quand même bien placé. On sait qu'il y a encore, évidemment, beaucoup de coureurs qui sont à l'intérieur d'une minute du classement général. Mais si on se rend jusqu'à 2 minutes du leader, on a quand même 50 coureurs qui sont à l'intérieur de 2 minutes seulement. Et on l'a vu hier, l'échappée avait réussi à un certain moment à prendre plus de 4 minutes d'avance sur le peloton avant de réagir pour finalement réussir à combler l'écart. Mais si au niveau de l'échappée, dans le dernier tour, on n'avait pas ralenti, on aurait terminé avec facilement, aisément, plus d'une minute de priorité sur le peloton. Dans 2 jours, on se retrouve en circuit urbain, Louis. Est-ce que les stratégies seront différentes? Parce que quand même, il n'y aura pas de longs segments. Il y a peut-être une portion de 5 km où il y a des segments un petit peu plus longs, mais après ça, ça tombe un peu plus complexe à manœuvrer là-dedans. Est-ce qu'on peut retrouver des échappées dans ce genre de choses-là? C'est propice, ça? Ou... Oui, absolument, parce que, évidemment, lorsqu'on a une échappée de 5 à 7 coureurs qui se développe, comme il n'y a pas de très longue ligne droite, on n'a pas autant de bénéfices à rouler dans un gros peloton. Évidemment, encore faut-il que l'échappée puisse se développer. C'est un parcours qui, sans être très accidenté, présente quand même un certain nombre de difficultés. Alors évidemment, avec la répétition, il y a aussi la fatigue accumulée après les différentes étapes. Ouais. Donc on peut certainement s'attendre à beaucoup d'actions lors de cette course de 90 km qui va être disputée sur le circuit urbain en plein cœur d'Amos. Je vous rappelle que demain aussi, il y aura une autre épreuve qui vous sera présentée. Ce sera en fin de journée cette fois-ci. Aujourd'hui, il y en avait 2. Demain, ce sera en fin de journée, vendredi. Et j'essaie de trouver l'heure exactement. Mais ce sera départ de Val-d'Or pour arriver à Amos. 95 km,4 qui se feront, plus les 3 tours de 5,4 km en ville. Alors, c'est un rendez-vous demain après-midi pour la présentation de cette épreuve, encore une fois. Et puis, le réseau 3G devrait nous permettre de diffuser une bonne partie de l'épreuve demain. Tout comme aujourd'hui, d'ailleurs, ça va très bien du côté de Malartic. On en est à faire notre 2e boucle du tour. Alors, ça tire bientôt à sa fin. Déjà, cette épreuve, 2e épreuve aujourd'hui. 27,4 km de parcouru, Louis. Oui, et les deux coureurs qui poursuivent leur effort. Donc, ce serait intéressant d'obtenir l'écart dans de l'ardoisier. Mais on peut le voir, là, évidemment, à l'écran. La distance n'est pas très grande. Possiblement une centaine de mètres à peine. Donc peut-être une quinzaine de secondes de priorité. Donc toujours les deux mêmes coureurs, David Lombardi et le coureur Peter Gogan de la formation Race CF. Et l'écart est effectivement de 15 secondes pour ces deux athlètes. T'as l'œil.
Alors pour l'instant, c'est une première attaque. Et ce qui est intéressant pour évidemment ces deux coureurs-là, si on prend évidemment le cas de Lombardo, donc 15 secondes, si toutefois, par exemple, l'échappée devait se rendre et maintenir ce genre d'écart-là, avec les 6 secondes de bonification, ça lui permettrait donc de prendre, de remonter donc de la 10e position au classement général. Il se hisserait en 7e position. Donc, évidemment, comme je l'ai mentionné précédemment, il y a des tours de l'Abitibi qui se sont déjà gagnés par 1 seconde, quelques secondes à peine. Le tour de l'année dernière, si je ne me trompe pas, c'est gagné par 2 secondes, 2 ou 3 secondes. Ça avait été très serré dans la dernière étape. Le coureur avait bien failli se faire jouer un vilain tour dans la dernière étape, alors qu'il y avait eu une attaque à la toute fin. Et un coureur était parvenu à aller chercher du temps et avec les secondes de bonification, était passé à un cheveu de ravir le maillot brun. En fait, c'est aussi un des aspects avec le Tour de l'Abitibi, comme les parcours ne sont pas très accidentés, on n'a pas de grands écarts et ça fait en sorte que la course demeure serrée, très animée tout au long des étapes. Et comme le contre-la-montre individuel n'est pas très long, bien encore là, les écarts ne sont pas considérables. Bien que quand on regarde les résultats du contre-la-montre d'aujourd'hui, Adrian Costa a fait toute une opération là, a réussi à prendre quand même 15 secondes d'avance sur le deuxième dans cette épreuve, ce qui est phénoménal là, sur une épreuve aussi courte. Est-ce que tu te souviens d'où il partait, lui, la veille? En fait, le matin, avant le départ, ce matin, il était à combien de secondes du maillot brun? Écoute, il était probablement à 36 secondes, comme un peu tout le monde, parce que, il était dans ce groupe, dans ce peloton qui était tous à 36 secondes. Donc, il est allé chercher vraiment beaucoup de temps. D'ailleurs, le maillot brun, ce matin, a réalisé un chrono. Il était à 59 secondes là, d'Adrian Costa. Donc, à ce moment-là, évidemment, ça a été très difficile. Donc, l'écart maintenant est à 25 secondes. Donc, les deux coureurs qui continuent de prendre du temps sur le peloton. Donc, du côté du peloton, du côté de l'équipe américaine qui doit défendre le maillot brun. Donc, pour l'instant, ce n'est pas menaçant pour eux. Donc, possiblement que du côté américain, parce qu'avec 25 secondes, les deux, autant Costa que Barta, ne sont pas menacés. Donc, c'est peut-être du côté, les Américains jouent peut-être la carte pour forcer le Canada, le Danemark et la France à travailler, parce que présentement, les deux coureurs qui sont dans l'échappée délogeraient les coureurs de l'équipe du Danemark et de la France de leur position. Donc, à ce moment-là, on veut peut-être faire partager le travail, faire en sorte que ce n'est pas simplement à l'équipe américaine. Donc, on a peut-être donné une consigne de garder ça à l'intérieur de 30 secondes, parce qu'avec 30 secondes, le coureur Lombardo serait à 21 secondes 22 secondes du meneur, et avec les secondes de bonification, donc serait quand même derrière à 16 secondes. Donc, Barta et Costa, les deux premiers de l'équipe américaine, ne seraient pas menacés. Enfin, on verra dans les prochains kilomètres, mais pour l'instant, une très belle opération de ces deux coureurs qui ont décidé de partir en échappée. On nous indique que pour les coureurs qui ont été impliqués dans la chute, on a maintenant on a tout près d'une vingtaine de coureurs qui sont derrière l'ambulance, donc qui semblent être parvenus à revenir. Je ne sais pas s'ils sont tout près de l'ambulance, mais l'ambulance qui en principe est le dernier véhicule qui ferme justement cette caravane. Donc par la suite, on essaie de regagner le peloton en passant d'un véhicule à l'autre, en se servant de l'aspiration. Mais évidemment, ils ont dû fournir beaucoup d'énergie probablement pour revenir à cette hauteur-là. Donc, on verra s'ils seront en mesure de rejoindre le peloton d'ici la fin de la course. On a quand même déjà 31 km de parcouru. Il en reste 20 seulement dans cette course. Donc, dans moins de 30 minutes, la course qui connaîtra sa conclusion. Alors quand même, l'incident en quelques kilomètres du début de la course aura eu un gros impact sur la poursuite de cette course-là.
Quoique c'est arrivé dans le milieu du peloton, donc reste à voir, comme tu disais. On n'a pas de détails, hein, s'il y a des joueurs majeurs, des coureurs majeurs qui ont été... qui sont tombés au combat. En fait, on en a un qu'on nous a signalé qui a malheureusement été contraint à l'abandon, donc qui a nécessité les services ambulanciers. Et pour les autres, ils semblent avoir été en mesure de reprendre le départ. Et il faut rappeler aussi que les coureurs doivent compléter la course à l'intérieur d'un certain temps, ils ne peuvent pas avoir plus de 20% d'écart avec le temps du gagnant. Donc, sur une course comme ça, une course d'environ 1 heure, ça veut donc dire que 20%, c'est 12 minutes, ne peuvent pas terminer à plus de 12 minutes du temps du gagnant. Donc, on ne peut pas simplement dire, on va compléter l'étape, rouler à notre rythme, et puis par la suite, on se reprendra demain. Donc, on doit continuer de fournir un effort. Mais s'ils sont derrière l'ambulance, pas trop loin derrière, en principe, ils devraient être en mesure de terminer à l'intérieur des délais. Et comme la chute est survenue très tôt dans la course, évidemment, ça les oblige à travailler plus fort. Et il y a le véhicule commissaire qui s'est maintenant intercalé derrière les deux cyclistes de tête, Louis. Donc dire que l'écart s'accentue. Oui, comme je l'avais mentionné précédemment, généralement, le véhicule de commissaire, les motos également dépannage vont se positionner derrière les coureurs en échappée, mais seulement lorsque l'échappée a au moins 30 secondes. Donc, on peut penser que c'est actuellement le cas. Alors, l'écart est maintenant de 40 secondes selon ce qu'on nous indique. Et on nous dit maintenant donc que les 20 coureurs qui étaient derrière l'ambulance sont maintenant dans l'intérieur de la caravane. Donc, ils sont en train de regagner des positions. On a pu le voir lorsqu'on a eu à effectuer un dépassement de la caravane. C'est une file qui est très longue. On a 28 voitures d'équipe, plus des voitures de dépannage, voitures médecins, voitures commissaires. Donc, on parle d'une caravane de probablement autour de 33-35 véhicules. Et ça, bien évidemment, avant de réussir à revenir jusqu'au peloton, ça prend plusieurs kilomètres, plusieurs minutes. Et est-ce qu'ils auront à la fois le temps et l'énergie? Parce qu'on peut penser aussi que plus on va approcher de la ligne d'arrivée, plus ça va s'activer au niveau du peloton. Donc, ça va peut-être devenir un peu difficile puisqu'il reste maintenant moins de 20 km de course à parcourir. Ça risque de changer les cartes de certains coureurs qui jusqu'à maintenant étaient dans les pelotons au cours des derniers jours. Là, le deuxième peloton en arrière risque de perdre pas mal de secondes. Oui, puis on n'a pas évidemment la composition des coureurs qui ont été pris dans cette chute-là, mais on peut penser qu'il y a de fortes chances qu'il y ait peut-être quelques coureurs qui étaient quand même très bien placés au classement général, qui avaient des aspirations. Alors pour eux autres, évidemment, ils souhaitent absolument revenir dans le peloton pour être crédités du même temps. Parce que, évidemment, s'il reste encore un 30 à 40 secondes, s'il y a encore un écart, un trou au moment où ils vont entrer à l'arrivée, à ce moment-là, ils vont être crédités du temps qu'ils vont avoir. Donc, et là, ça va être aussi assez particulier parce que, on le sait, les coureurs, les voitures, les cyclistes sont dans la caravane, mais la caravane, elle, va devoir quitter le circuit à un certain moment pour la déviation. Donc, évidemment, ça fait partie de la gestion de course que les commissaires ont à effectuer parce que, évidemment, on ne veut surtout pas occasionner de chute là, au niveau des véhicules au moment où est-ce qu'on va devoir sortir. Et dans la dernière section aussi, il y a quelques virages, un rond-point et pas mal d'action. Et ça, et on sait que les cyclistes empruntent sont beaucoup plus rapides lorsqu'ils arrivent dans des courbes que des automobiles. Donc, il faut être très vigilant. Alors, généralement, dans la caravane, on a Radio Tour qui va informer les véhicules de Radio Tour de faire attention que des cyclistes sont en train de remonter. Les conducteurs des automobiles également vont klaxonner au moment où les cyclistes arrivent à leur hauteur pour signaler aux voitures de devant qu'il y a des cyclistes qui arrivent. Donc, c'est une façon de communiquer. On dit tout le temps, les conducteurs dans une caravane doivent conduire avec des yeux en avant et des yeux en arrière, puis ils doivent évidemment observer ce qui se passe, mais ils doivent aussi regarder dans leur rétroviseur pour voir lorsqu'il y a des coureurs qui, soit qui reviennent sur incident mécanique, crevaison ou des chutes, ou encore lorsqu'il y a un ravitaillement.
Il faut le dire, conduire un véhicule dans une caravane, il faut oublier notre conduite régulière. C'est plus la même chose du tout. Alors, l'écart, toujours de 40 secondes pour les deux coureurs en échappée. Et ça, c'est une très, très bonne opération pour ces coureurs-là. Alors, du côté de l'équipe américaine, on va certainement devoir activer un peu les choses. Évidemment, il reste encore plusieurs kilomètres. Mais on ne pourra pas laisser ces deux coureurs continuer d'augmenter leur écart. L'écart est toujours de 30 secondes. C'est 30 seconds time gap. On parle de 30 secondes maintenant. On nous indique 30 secondes, donc l'écart qui a possiblement été réduit un peu. Alors, 30 secondes, c'est évidemment moins menaçant pour Barta et Costa, les deux coureurs de l'équipe américaine qui occupent les deux premières positions au classement général. Mais à 40 secondes, tantôt, c'était évidemment un peu plus inquiétant. Alors, une des choses également intéressantes à souligner, Jean-Philippe, c'est qu'avec ces deux coureurs-là qui sont en échappée, ça fait en sorte que si l'échappée se rend jusqu'au bout avec 20 ou 25 secondes d'avance, à ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est que pour Bouhanni, par exemple, ou Baclaris, qui sont actuellement 3e à 24 secondes de Barta, le 6 secondes de bonification est hors de portée. Donc souvent, ce qu'on va faire, le leader va laisser partir une échappée qui n'est pas nécessairement menaçante, les garder à distance dans un écart qui est raisonnable. Mais de cette façon-là, ce qu'on fait, c'est que tous les sprints de bonification, le sprint d'arrivée sont hors de portée. Et à ce moment-là, bien évidemment, les secondes de bonification qui se rattacheraient à une victoire d'étape peuvent pas venir les menacer. Donc, pour les Français, pour le Danois et même pour l'équipe canadienne, s'ils tiennent absolument à aller chercher des secondes de bonification, ça veut donc dire qu'ils vont devoir, eux autres aussi, à un certain moment, mettre la main à la pâte, vont devoir rouler pour revenir sur les deux échappées. Bien, à ce moment-là, bien évidemment, c'est favorable pour les coureurs américains qui ne sont pas obligés d'assumer à eux seuls le travail. Ouais. Donc, encore une fois, c'est un peu comme une partie d'échecs, mais au lieu d'avoir deux joueurs, on en a en théorie 28, là, si on parle des équipes, mais dans ce cas-ci, on peut certainement penser à l'équipe des États-Unis, le Danemark, la France, le Canada, qui sont les principaux joueurs là, dans cette compétition. Alors, le véhicule des commissaires, comme tu le disais, lorsqu'on retombe à 30 secondes, viennent se repositionner devant les cyclistes de tête. Et d'ailleurs, on peut les voir avec cette caméra actuellement. Le peloton qui ne devrait tarder à se pointer le bout du nez en haut de la côte que l'on voit derrière. Retour au peloton du 164, number 164 is back with a bunch. Écart qui était aux alentours de 30 secondes au cours des dernières secondes, à la dernière mention du Radio Tour. On va essayer de voir ce qui va se passer dans les prochaines secondes. On aura peut-être d'autres détails, mais vous voyez ici la distance qui n'est pas si grande quand même.
Alors Louis, on voit ici l'image de notre caméra commissaire. On nous a annoncé qu'il y avait un 40 secondes maintenant entre les premiers cyclistes et le peloton. Oui, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle la voiture de commissaire vient de se positionner derrière les deux coureurs en échappée. Donc, pendant qu'on voit la verdure de l'Abitibi, parce que j'ai perdu le signal de mon autre caméra. Donc on va attendre quelques secondes que le tout se replace. Alors pour l'instant, on voit nos deux cyclistes ici qui sont devant le peloton. Oui, 40 secondes et le dernier écart. Et on nous signalait également que l'équipe du Maroc qui s'était également mis de la partie au niveau de la chasse. Pourtant, du côté de l'équipe marocaine, il n'y a pas d'enjeu particulier. Le meilleur coureur au niveau de l'équipe du Maroc est situé quand même assez loin au niveau du classement général en 52e place. On sait que par contre pour les Grands Prix de la montagne, ils sont très présents. Donc là ici on va assister dans quelques instants au passage à la ligne pour le sprint en argent, le sprint du maire de Malartic. Donc le deuxième sprint de la journée. Et dans ce cas-ci, on ne semble pas vraiment avoir disputé le sprint. Donc il est fort possible que les coureurs vont partager la prime après la course. Donc, toujours nos deux coureurs qui continuent avec maintenant près de 10 km à parcourir dans cette épreuve, qui continue de conserver une bonne avance, au moins une trentaine de secondes sur le peloton. Et là, j'ai l'impression que plusieurs équipes vont se mettre de la partie. Alors, si jusqu'à présent, on avait laissé peut-être davantage le soin à l'équipe américaine, aux détenteurs du maillot brun, d'assumer le travail pour défendre le maillot, à partir de maintenant, les équipes de sprinteurs, des équipes qui espèrent aller chercher une victoire d'étape et se rapprocher au niveau du classement général, devraient en principe se mettre de la partie. Pour l'instant, toutefois, quand on observe, on voit quand même que le peloton occupe toute la largeur de la route. On a un vent de côté ici. Donc, on verra là, dans les prochains kilomètres, avec maintenant moins de 10 km à faire, comment le peloton va réagir. Je vous rappelle que c'est une épreuve de 51 km. Alors, c'est Peter Gogan qui, de la formation Race CF, le dossard numéro 242, qui est allé chercher ce deuxième sprint du maire. Alors, nous avons toujours le visuel de notre véhicule commissaire. Et tout porte à croire que jusqu'à la fin de la course, Louis, ce sera cette caméra qu'on aura en visuel. On a quand même un bon aperçu ici de la distance qui sépare les deux cyclistes en échappée et du peloton qui est derrière. On voit également la moto de dépannage du groupe Centrifuge qui est bien positionné derrière, donc advenant une crevaison ou un bris mécanique, ces motos sont équipées de supports pour pouvoir mettre des roues, donc on peut à ce moment-là apporter l'assistance mécanique au coureur là, immédiatement pour lui permettre de repartir aussi rapidement que possible.
Alors, l'écart maintenant pour les deux coureurs de tête est de 25 secondes. Donc, le peloton qui a commencé à réduire l'écart avec les deux fuyards. On est maintenant plus qu'à 7 km de l'arrivée de cette quatrième étape. On a quand même un bon visuel ici de la distance qui sépare les deux premiers cyclistes du reste du peloton. Et est-ce qu'on le sache, Louis, il y a encore un deuxième groupe de cyclistes un peu plus loin intercalés, à moins qu'ils aient fait la jonction avec le peloton? On n'a pas de nouvelles. En fait, ce qu'on nous indiquait, c'était qu'il y avait tout près d'une vingtaine de cyclistes qui étaient dans la caravane. Donc, est-ce qu'ils ont... Normalement, une fois qu'on est dans la caravane, on essaie de regagner, de revenir en se servant des véhicules pour revenir jusqu'à la hauteur du peloton. Mais selon moi, ça n'a pas été fait encore, là. C'est que la caravane, comme je l'ai mentionné précédemment, est très longue. Donc, avant de réussir à combler un écart aussi important, ça prend quand même plusieurs kilomètres. Alors, 51,5 km à parcourir au total. On en est à 45. Donc, on s'approche de la ligne d'arrivée. Et peut-être que le peloton va s'activer dans les prochaines minutes pour regagner nos deux cyclistes au devant. On peut voir, là, d'après les images, on a eu un petit aperçu, le peloton qui était à 25 secondes au dernier pointage, mais j'ai l'impression que l'écart va se rétrécir au cours des prochains kilomètres. Là. On a certainement décidé du côté du peloton qu'il fallait absolument accélérer le rythme pour revenir. Ce que vous entendez derrière, c'est des fragments actuellement de Radio Tour, mais Radio Tour qui sert à indiquer ce qui se passe derrière ou au cœur de l'action. On a plusieurs informations là-dedans, ne serait-ce que les temps qui distancent, qui séparent nos coureurs en échappée du reste du peloton. Lorsque les incidents également au cœur du peloton, on a tous les détails là-dedans. Et toute la caravane est munie de radio pour pouvoir écouter ces signaux-là qui sont fort importants. Oui, en fait, ça, c'est un des grands principes là, dans une course sur route comme ça. Tous les véhicules, incluant les motos, doivent être munis d'un radio et sont sur la fréquence Radio Tour. Il y a d'autres radios également pour les commissaires, pour qu'ils travaillent entre eux. Évidemment, le moto ardoisier est en relation avec les commissaires aussi. Il y a des radios pour une fréquence sécurité, organisation. Mais c'est la façon de permettre à tout le monde au sein de la caravane d'avoir les informations quant au déroulement de la course. S'il y a on doit les prévenir de travaux sur la route, de certaines situations. Donc, Radio Tour qui joue un rôle fondamental. Donc, on approche bientôt des 5 derniers kilomètres. Les coureurs qui vont... et là, on peut voir, là, pas si c'est l'image la façon dont l'image nous revient, mais l'écart semble s'être considérablement réduit. Là, on voit que le peloton n'est pas très loin derrière, alors qu'on approche du panneau de 5 km qui est maintenant à parcourir. Ah oui, il y a moins de 10 secondes maintenant là, qui séparent le peloton de l'échappée. Est-ce que c'est les deux cyclistes qui ont ralenti ou le peloton qui a accéléré? Parce que normalement, on parle d'un peloton plus profilé quand on... Non, c'est vraiment le peloton là, qui a augmenté. Mais en fait, on a aussi un vent de côté. Donc, alors le peloton qui, à ce moment-là, se place de façon à se protéger du vent et pouvoir optimiser la vitesse. Donc, on est sur le point là, de rattraper les coureurs. Donc, ce ne serait pas surprenant là, que d'ici 1 à 2 km, on ait un peloton complètement regroupé au moment où on va amorcer le dernier kilomètre de la course. Et là, il risque d'y avoir également des attaques parce qu'au moment où le peloton revient, souvent il peut y avoir certains relâchements. On a l'impression que là, c'est réglé et il faut à ce moment-là se méfier parce qu'il y a des coureurs qui pourraient également de leur côté tenter de s'échapper pour effectuer le dernier ou les 2 derniers kilomètres.
pour le moment. On voit très bien le peloton qui se rapproche là, maintenant, Louis. Oui, avec 4 km maintenant à faire. Alors, ça aurait été une belle opération de ces deux coureurs-là. Et là, on vient de voir, là, ils viennent de se relever. Donc, on abdique, on vient de réaliser qu'on est repris par le peloton. Donc, peloton maintenant entièrement regroupé avec un peu plus de 3 km à parcourir. Alors, les coureurs qui ont été en échappée, la quasi-totalité de la course se sont fait reprendre avec à peine un peu plus de 3 km à faire. Et Louis, on voit le peloton qui s'éloigne. Le commissaire qui se dirige vers la ligne d'arrivée avec 3 km à faire. Alors, souhaitons être en mesure de pouvoir bien vous présenter cette arrivée puisqu'on se retrouve maintenant à une seule caméra, mais on devrait être en mesure de le faire. Le tout devrait se faire dans les prochaines minutes. Louis, si tu le veux bien, on va aller avec une courte pause et on vous revient pour la ligne d'arrivée de cette 46e édition du Tour cycliste d'Abitibi. On en est à l'épreuve de ce jeudi 24 juillet, 4e étape, 51,5 km. Départ qui s'est effectué à Malartic pour terminer, encore une fois, dans cette municipalité de Malartic. Ils ont 17 et 18 ans, ils viennent des 4 coins de la planète, ils viennent participer au Tour de l'Abitibi-Desjardins. Du 21 au 27 juillet, près de 200 cyclistes se réuniront à Amos et prendront d'assaut les routes de l'Abitibi-Témiscamingue. En 6 jours, ils parcourront 600 km. Ces jeunes athlètes de catégorie junior braveront la plus longue course par étape en Amérique du Nord. Le 46e Tour de l'Abitibi-Desjardins, un défi pour eux, un spectacle pour vous.
Alors, ce que vous voyez, c'est juste passer la ligne d'arrivée. Les cyclistes qui ont franchi, Louis, la ligne d'arrivée, on aura peut-être l'occasion de revoir certaines images un peu plus tard. À tout de moins, on vous présentera dans les prochaines minutes le podium. Et demain, on pourra suivre la suite de tout ça pour savoir ce qu'il en sera des maillots. Également, on pourra vous livrer plus d'informations un petit peu plus tard. Oui, non officiellement, on nous signale que c'est un coureur, un porte-couleur de la formation de l'équipe nationale de France qui l'a emporté. Donc, possiblement Bouhanni, on l'avait mentionné, il avait besoin d'aller chercher cette victoire d'étape pour se rapprocher de l'Américain William Barton au niveau du classement général. Bouhanni qui occupait le 3e rang au classement général avant cette étape à 24 secondes de l'Américain. Alors Louis, merci beaucoup de ta participation encore une fois ce soir pour cette 4e étape du Tour cycliste, 46e édition du Tour de l'Abitibi-Desjardins. On se retrouve demain pour la prochaine étape. Ils ont 17 et 18 ans, ils viennent des 4 coins de la planète, ils viennent participer au Tour de l'Abitibi-Desjardins. Du 21 au 27 juillet, près de 200 cyclistes se réuniront à Amos et prendront d'assaut les routes de l'Abitibi-Témiscamingue. En 6 jours, ils parcourront 600 km. Ces jeunes athlètes de catégorie junior braveront la plus longue course par étape en Amérique du Nord. Le 46e Tour de l'Abitibi-Desjardins, un défi pour eux, un spectacle pour vous.